Bienvenue à tous. Après cette première heure qui a présenté les formations portées par la FEMAGE sur le territoire Grand Est, je remercie beaucoup encore l'équipe des salariés de la FEMAGE qui a monté en temps record ce webinaire en une semaine. Malheureusement, nous n'avons pas pu être tous présents physiquement pour des raisons de Covid. Et donc justement, cette table ronde va parler un peu de la crise Covid. Le titre de cette table ronde est Après la crise, quelle perspective d'évolution dans l'organisation des soins primaires, en tout cas en soins coordonnés. J'ai la chance et l'honneur de pouvoir l'animer. Donc je me présente, je m'appelle Jacques-Olivier Dauberton, je suis médecin généraliste à côté de Vitry-le-François dans la Marne et je suis secrétaire général de la FEMAGE. Je serai accompagné pour cette table ronde de Dr Violaine Brunelli-Maufray, qui est médecin généraliste à Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Violaine. Frédéric Montpeur, qui est kinésithérapeute à Colombey-les-Belles, en Meurthe-et-Moselle aussi. Bonjour Frédéric. Céline Braun, et je m'excuse parce que je n'ai pas l'accent alsacien, qui est azalée à Schirmeck, si j'ai bien prononcé. Bonjour Céline. Et Séverine Lanier, qui est coordinatrice en maison de santé à Saint-Dizier en Haute-Marne et qui s'occupe aussi de la CPTS de la Haute-Marne. Et notre grand témoin sera le professeur François-Xavier Schweyer, qui est à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Donc, voilà. Oula, on voit tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors en tout cas, du coup, l'idée de cette table ronde, c'est on a tous vécu la crise, en tout cas en particulier au niveau du Grand Est, de façon très variée, mais elle nous est arrivée comme une vague importante. Il y a eu un impact sur notre exercice coordonné au sein des maisons de santé. Et comme l'a précisé la directrice générale de l'ARS dans son introduction, dans la vidéo, vous pouvez voir, en fait, les maisons de santé ont répondu présent par leur organisation et leur coordination, mais cela n'a pas été sans impact au sein des équipes. Du coup, l'idée de cette table ronde, c'est de parler un peu de finalement ce qui a été mis en place en fonction des territoires sur justement le Covid, et aussi quelles sont les perspectives qu'on peut apporter. La FEMAGE a beaucoup travaillé pendant cette crise en mettant en place un observatoire dont les résultats sont disponibles sur le site, où nous avons pu suivre des coordinateurs qui ont pu nous faire remonter leur expérience et que nous avons transmis à l'ARS pour justement pouvoir parler au nom des maisons de santé sur le territoire et montrer les choses qui ont été mises en avant. Après, il faut bien sûr se projeter sur la suite, car le plus important, c'est l'après, finalement. Et nous allons pouvoir, en fait, avoir un aspect organisationnel, sociologique, grâce à l'intervention de M. Schweyer, sur ce sujet. Alors, docteur Maufray, Violaine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as vécu pendant cette crise et comment tu as mis en place des choses au sein de ta maison de santé qui est à Tomblaine, je crois. Je te laisse te présenter aussi et si tu veux rajouter des éléments. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, merci Jacques-Olivier pour cette introduction. Donc, on retourne 6 mois en arrière, 6-8 mois en arrière, et donc on est en janvier-février 2020. Et donc, en tant qu'équipe de soins primaires, en milieu urbain, dans une grande ville, dans cette grande ville de Nancy, eh bien, on a fait comme toutes les équipes de soins primaires, on a dû se réorganiser de manière urgente et drastique. Donc, dans notre maison de santé, nous sommes 36 pluriprofessionnels avec une coordinatrice, une équipe de coordination, 2 secrétaires. Et nous avons constitué assez rapidement une cellule de crise composée de 2 médecins généralistes, des 2 co-gérants de la maison de santé, de la coordinatrice et d'une infirmière qui était diplômée en hygiène hospitalière et qui nous a beaucoup aidés. Et on a mis rapidement en place un tableau de bord des cas Covid avec des indicateurs. Rapidement également, on a dû se structurer un petit peu comme tous et on a rédigé une dizaine de fiches procédures, hygiène, etc. On a également, alors je vais très succinctement et très brièvement évoquer les différentes, tout ce qu'on a réalisé. On a transféré nos secrétaires qui étaient dans leur bureau physique, on les a transformés
en télésecrétaire, on a mis en place des téléconsultations aussi un petit peu en urgence, on a mis en place une double régulation à l'entrée, c'est-à-dire que les patients, ils prenaient rendez-vous avec par voie téléphonique ou par Internet sur des créneaux dédiés, en fait, des filières de fin de journée, de fin de matinée ou de fin de journée. Et on avait un régulateur dans le sas d'entrée de la maison de santé qui filtrait les gens et qui s'assurait que la personne était dans la bonne filière. Alors, c'est 3 filières, on a eu 3 filières de soins que l'on a mis en place. Une filière pathologie aiguë non infectieuse, donc par exemple le traumatisme en tordophile. La filière pathologie chronique, donc je suis patient en situation de fragilité, j'ai du diabète insulinodépendant, j'ai un cancer. Il fallait continuer, on a eu ce souci de continuer à soigner, de pouvoir continuer à soigner ce type de population assez rapidement. Et on a mis en place enfin une 3e filière qui était notre filière coronavirus, plutôt en fin de demi-journée, de manière à ce que nos femmes de ménage puissent officier, donc en début de matinée, entre midi et puis le soir. On a mis en place également une cellule d'écoute et de soutien avec notre collègue psychologue. Les internes qui travaillaient dans la maison de santé, dont certains ont dû être retirés des stages cliniques pour raison de santé, parce qu'ils étaient à risque, en fait, nous ont accompagnés dans le cadre du développement en fait, d'un genre de cellule de suivi des patients Covid. Tout patient Covid que l'on voyait en consultation était inclus systématiquement dans ces cellules de suivi pour être rappelé selon un organigramme précis. Et on a mis un système de veille en lien avec nos partenaires, notamment la PTA du Grand Nancy sur les personnes âgées. Et puis, grâce à notre structuration, on a préparé la phase de déconfinement ensuite courant mai, selon trois volets, le volet patient, le volet professionnel de santé, le volet salarié. Tout ça, ça a pris du temps. Ça nous a tous pris du temps, à toutes les équipes qui se sont réorganisées souvent avec les moyens du bord. Hein. Je pense que mes collègues en parleront aussi. Et ça n'a pu avoir lieu que grâce à, je dirais, moi j'ai eu la chance de travailler avec une équipe qui avait quelques années de maturité et grâce à cette maturité et à ces 4 ans de structuration, de projet, de maturité d'équipe, etc., et bien finalement, c'était très chronophage au début, mais ça a roulé. Et à l'heure actuelle, et on en parlera juste après, il y a d'autres problématiques qui sont en train d'émerger, notamment celle de la fatigue extrême de tous les professionnels de santé. Et enfin, pour terminer, je voulais dire que cette réorganisation n'a pu voir le jour que grâce à une équipe fédérée, que grâce à des partenaires de confiance au niveau du territoire, et grâce aussi à des professionnels qui ont tout de suite eu le souci de continuer à prendre en charge les gens. Comme partout, il y a la moitié, les 2 tiers de la maison de santé qui a dû s'arrêter. Donc, n'étaient en exercice que les médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers et un petit peu dentistes qui a dû s'arrêter ensuite. Et de manière, certes, à prendre en charge les patients Covid, mais également, surtout, à prendre en charge tous les autres qui avaient besoin de nous et à qui se sont vus délivrer un message très rapidement comme quoi il valait mieux qu'ils restent chez eux et qu'il fallait qu'ils désertent les cabinets médicaux, qui ne nous a pas fait forcément de bien et on a dû ramer pour les remotiver en fait à venir consulter dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, merci beaucoup, Violaine. Mais justement, on va donner la parole et l'idée aussi, c'est d'avoir différents points de vue à Frédéric. Frédéric, tu es kinésithérapeute à Colombes-les-Belles et justement, tu as été touché aussi de plein fouet par cette crise parce que justement, ton activité, en tout cas au sein de la maison de santé, a dû s'arrêter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? Oui, tout à fait. Donc 3 points, hein, pendant la crise, l'après et puis les perspectives. Donc, pendant la crise, effectivement, on a eu donc cette profession
a eu un avis ordinal, a demandé la fermeture des cabinets. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. Demandant donc la fermeture des cabinets donc en date du 17 mars, quelle que soit la structure, hein, et tout en continuant quand même d'assurer les soins urgents, hein, indispensables à domicile. L'interprétation de cette mesure s'est faite quand même des différents niveaux, hein, en fonction, comme beaucoup d'autres professionnels, hein, de santé impliqués, en fonction des craintes des professionnels, en fonction du matériel disponible, et puis de la vision de chacun, hein, de cette crise. Alors, j'ai repris, pour être dans le timing et puis assez synthétique, 3 situations en fait, que la profession pour regrouper un peu le vécu de cette profession. Donc voilà, donc les masseurs kinés, hein, qui ont réussi à continuer à faire des visites à domicile, soit avec du matériel qui pouvait bénéficier en stock, éventuellement des bronchiolites ou voilà, qui étaient déjà équipés pour faire face à la bronchiolite par exemple, ou obtenus par des coordinations logistiques territoriales telles que les CPTS, ou beaucoup malheureusement avec du matériel de fortune également. Donc il y en a qui ont réussi quand même à continuer domicile. Le deuxième point, deuxième situation, c'est les masseurs kinés qui ont opté vers plutôt un appui à l'exercice coordonné, comme le disait Violaine, avec la régulation, donc en aidant l'exercice coordonné, que ce soit en MSP principalement, ou ESP ou CPTS, mais via une régulation téléphonique, hein, pour accompagner en fait la coordination, avec une aide aussi à la logistique, hein, pour trouver le matériel. Hein. Donc là, on a vu beaucoup ça aussi à travers les CPTS. Et puis préparer déjà la sortie de crise, c'est-à-dire aider à la rédaction des protocoles de sortie de crise, hein, et l'aménagement des structures pour la sortie de crise. La troisième situation qu'on peut regrouper, c'est les MK qui ont décidé de faire le confinement comme il était dit, c'est-à-dire de rester confinés, effectivement, tout en suivant leurs patients en distanciel, hein, donc via téléphone, mail, dans un premier temps, et à savoir qu'un arrêté nous permettant la téléconsultation est sorti le 18 avril. Voilà. Donc, globalement, voilà trois synthèses, hein, où j'oublie certainement beaucoup de situations particulières et je m'excuse, mais qui permettent en fait de balayer un peu la profession, et qui s'est relativement bien engagée et qui a eu vraiment envie d'aider en fait dans l'exercice coordonné. Alors, j'attacherai un point quand même particulier aussi à l'engagement en fait de la profession, et agréablement surpris et puis très heureux de pouvoir le dire. On a eu dans la profession beaucoup d'engagement dans la réserve sanitaire, hein. Donc les kinés ont vraiment beaucoup répondu positivement à l'engagement dans la réserve sanitaire, qui n'a pas forcément été nécessaire, mais en tout cas il y a eu un engagement. Et voilà, il y a eu quelques groupes de kinés aussi qui ont permis en fait de créer des groupes de parole, des groupes de réseaux sociaux qui ont permis de relayer, de revoir toutes les bonnes informations, les informations valables, valides, devant la pluie d'informations, de mails et sur les réseaux sociaux qui tombaient, et malheureusement qui n'étaient pas forcément fondés, non contrôlés. Donc voilà un petit peu. Après, un volet quand même qui est difficile, effectivement, comme tu as pu dire, Jacques Olivier, c'était le côté économique. Hein. Côté économique, la profession quand même a beaucoup souffert sur ces 2 mois de fermeture. Vous savez que les cabinets de kiné sont des structures, surtout dans les maisons de santé, qui ont comme des grosses surfaces avec des charges importantes, beaucoup de matériel, avec des leasings. Il est certain que les charges ont continué à courir. Les aides de l'État, il y en a eu certes, bien pas à la hauteur, mais il y en a eu quand même. Les assurances n'ont pas été présentes, mais ça, je ne vais certainement pas rentrer dans le débat et ce n'est pas le lieu du tout. Et donc, du coup, des kinés qui, effectivement, comme beaucoup d'autres professions impliquées, hein, je prends l'exemple des kinés, mais d'autres, c'est transposable à d'autres professions, donc qui ont vraiment souffert. Dans certaines MSP, il y a pu avoir des absorptions via les ACI, les fonds ACI, qui ont pu aider ces professionnels à pouvoir en tout cas absorber certaines charges et en tout cas voir venir la sortie de crise et pouvoir en fait effectivement payer ces charges qui étaient indispensables. La reprise,
ça va être, je vais dire, sur deux plans, hein, sur le plan individuel et sur le plan de l'exercice coordonné. Elle s'est fait de façon progressive, hein, et comme disait Violaine, avec une crainte quand même des patients à revenir dans les structures. Dans le milieu de la kiné, ça a été d'autant plus que ça a été difficile parce que les plateaux techniques, en fait, il a fallu les réaménager, hein. Vous savez que dans certains cabinets, il y a des plateaux techniques où les patients sont ensemble à faire du rentraînement à l'effort. Donc ça, il y a dû avoir une gestion des flux toute particulière. Et donc, flux patient, bien sûr, une gestion des flux patients et une gestion des stocks, mais ça, c'est on va dire, interprofessionnel, et des stocks d'équipements de protection individuelle. En exercice coordonné, bien sûr, on a les mêmes éléments, mais c'est rajouter la notion de pouvoir être raccord sur des protocoles et d'être raccord sur quand est-ce qu'on redémarre et comment. Donc, il y a eu effectivement certaines structures où certains paramédicaux n'ont pas voulu reprendre et d'autres des kinés ont voulu reprendre. Donc, comment on se met raccord vis-à-vis de la population. Donc, effectivement, il a fallu bien s'accorder sur les valeurs, sur ces valeurs sanitaires qui certainement n'ont jamais été évoquées avant, et de revoir ces modes, hein, via les protocoles, de revoir vraiment ces modes de fonctionnement et la rédaction des protocoles. Il a fallu bien sûr la reprise, il a fallu, comme je disais, protéger effectivement les personnels d'accueil, donc ça, essayer de reprendre aussi une fonction de coordination parce que le professionnel d'accueil n'était pas forcément présent, et revoir en fait les modes d'échange pluripro, hein. La machine à café était quand même un mode d'échange qui est quand même bien pratique et qu'il a fallu revoir. Alors, c'est meilleur. Il y a la tireuse à bière aussi, qui est un des éléments importants. Et donc, certes, les groupes ont pris les relais au niveau logistique, mais on connaît les limites relationnelles des groupes WhatsApp et tout ça qui peuvent des fois créer plus de conflits qu'apporter des solutions. Donc, je terminerai en fait pour les perspectives. Pour moi, en fait, on est toujours dans un faux rythme, hein, en tout cas dans la profession, qui est difficile en fait compte tenu de l'évolution aléatoire de cette crise. On est d'une part dans l'après-crise et l'anticipation de ce rebond, de cette nouvelle vague, on ne sait pas trop. Dans la nécessité de reprendre quand même un rythme par rapport au projet des protocoles de maison de santé qui impliquent la profession, les protocoles de santé publique, donc il faut le faire. Et dans une nécessité de s'arranger pour trouver ces alternatives à la machine à café, hein, et au RCP, et qui permettent d'avoir ces échanges qualitatifs et d'essayer de reprendre un rythme efficient, efficace, pérenne, mais sans avoir la visibilité. Donc voilà un peu les difficultés de ces perspectives. Je vais combler jusqu'au temps que Jacques-Olivier arrive. Et je suis là. Je fais juste 5 minutes, c'est les aléas du direct. Je fais juste un truc. Vas-y, continue, j'arrive. Ah ben non, je ne continue plus. Donc voilà. Et donc, alors je terminerai quand même pour dire, voilà, sur le mot de la fin. Donc, la profession de kiné donc, a été sollicitée donc, par l'État pour aider, soutenir, alors j'insiste bien sur ce côté soutien aux contributions, aux tests de dépistage, hein, donc ça c'est tombé il y a 15 jours, et donc en soutien en fait aux laboratoires et aux infirmières qui sont déjà sur le terrain par rapport aux tests de dépistage. Voilà. À évaluer les réels besoins. Voilà. Est-ce que, voilà. Donc, en tout cas, l'État a permis aux kinés de pouvoir, sous couvert d'une formation qualitative, bien sûr, de pouvoir en fait, de pouvoir assurer et aider au soutien de ces dépistages. Maintenant, voilà, et voir s'il y a des réels besoins. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. J'ai fait un aller-retour, mais je t'ai écouté, j'étais connecté en loin. Du coup, justement, on va aborder le sujet des infirmières azalées avec, en tout cas des infirmières de façon globale, avec Madame Braun. Je me permettrai de vous demander justement, en fait, déjà de présenter ce que c'est une infirmière azalée, et aussi d'expliquer, puisque vous êtes à Schirmeck et vous êtes dans le Bas-Rhin, donc vous avez vécu la crise un peu plus fortement que d'autres personnes dans le territoire Grand Est, et d'expliquer un peu ce que vous avez vécu.
Alors, donc moi je suis donc infirmière à Azalée à la maison de santé donc de Schirmeck, d'Hubert-Coupré, ainsi que coordinatrice aussi de la maison de santé. Voilà, donc j'ai un peu les deux casquettes. Donc moi en fait, une infirmière Azalée, en fait, pour vous expliquer brièvement ce que c'est un travail en collaboration entre le médecin généraliste et l'infirmière. Donc en général, c'est le médecin généraliste qui envoie donc les patients qui peuvent être atteints de maladies chroniques, donc telles que le diabète, BPCO ou en sevrage tabagique, vers l'infirmière. On aide également aussi à faire perdre du poids aux gens, ainsi à améliorer également les résultats de prise de sang aussi, cholestérol, diabète, voilà. Donc en fait, nous, ce qui s'est passé au niveau effectivement de la maison de santé et des infirmières Azalée en général, on a à partir du 14 mars, on a eu en fait une indication des ingénieurs qui nous ont en fait interdit à partir du vendredi de voir des patients en présentiel. Donc en fait, il a fallu qu'on reporte tous les rendez-vous qui étaient initialement prévus donc avec nos patients jusqu'à nouvel ordre. Donc en fait, on a eu un travail en fait à faire de téléphonique, d'appel vis-à-vis des patients, de leur dire que ben, il y allait avoir, on pourrait plus les voir en réel jusqu'à nouvel ordre. Donc en fait, on a contacté tout le monde. On a décalé les rendez-vous. On a dit qu'on savait pas quand est-ce qu'on pouvait recommencer. Donc ça, c'était un petit peu le flou complet. Et ce qui s'est passé pendant la crise, en fait, pendant le confinement, on a, comment dire, on a gardé le contact, on va dire, avec les patients par téléphone. C'est vraiment là qu'on a essayé de garder le plus de contact avec les patients. Bien sûr, il y en a qui répondaient présents et d'autres pas. C'était vraiment compliqué, on va dire, de faire un suivi du patient pendant cette période-là. Donc en fait, on a attendu un petit peu, on va dire, plus la fin du confinement. Et quand la fin du confinement s'est profilée, en fait, moi, j'ai recontacté tous mes patients un à un et essayer de les revoir en présentiel. Donc, ils sont revenus petit à petit. Et comme j'expliquais à Jacques au téléphone l'autre jour, en fait, ils ont été vraiment bien présents tout de suite. Ils étaient vraiment soucieux de revenir et d'avoir de nouveau un lien en fait avec un professionnel de santé. Donc en fait, au niveau perte de patients, j'ai quasiment pas perdu de patients. J'ai quasiment retrouvé tous les patients que j'avais initialement avant le confinement. Voilà, peut-être une perte d'une ou deux personnes, mais pas plus. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand il y a eu donc le confinement qui a été programmé donc par l'État, ce qui s'est passé, nous, dans un même temps à la maison de santé donc, de Schirmeck, c'est qu'en fait, on a eu donc 4 médecins qui ont été atteints donc, par le Covid. Donc, il a fallu en fait gérer la crise tout de suite le lundi matin au niveau de la maison de santé. Et notamment donc avec 4 médecins en moins et donc juste 4 médecins présents hein, parce que donc il y a 8 médecins sur la maison de santé et donc il y avait que 4 médecins présents ce matin-là, donc le lundi 16 mars. Et donc à ce moment-là, on a dû effectivement voir comment organiser cette journée pour qu'elle se passe au mieux. Donc j'ai effectué donc sur la demande de Dr Hubert, donc j'ai effectué le tri des patients à l'entrée de la MSP.
Voilà, donc en leur demandant pourquoi ils venaient, quels symptômes ils avaient, voilà. Et donc, dans un premier temps, on a dû, certains patients, les renvoyer chez eux parce qu'effectivement, la file d'attente était un petit peu trop importante à ce moment-là. Donc, ensuite, on a un petit peu organisé en fait tout de suite les choses, puisqu'on a aussi eu 2 secrétaires qui n'ont plus été présentes tout de suite. Une secrétaire n'a plus été présente tout de suite. La deuxième a été présente 2 jours et après plus non plus. Donc il nous restait plus qu'une seule secrétaire au niveau de la maison de santé. Donc on s'est un petit peu relayé avec la secrétaire qui restait pour qu'elle n'assume pas tout toute seule au niveau téléphone et tout. Donc j'ai fait un mi-temps un petit peu partagé donc avec elle pour pouvoir l'aider dans les appels téléphoniques, le placement des patients aussi en salle d'attente également. Et où on a dû revoir tout le placement complet au niveau salle d'attente, puisque nous, on a des salles d'attente qui sont en fait dédiées à chaque médecin et pas une salle d'attente commune, en fait, comme ça peut exister dans certaines maisons de santé. Donc, en fait, on a dû un petit peu réajuster par rapport à ça et essayer de mettre le moins de patients possible dans chaque salle d'attente. On a également aussi revu les horaires de la maison de santé, hein, c'est-à-dire comme on manquait un petit peu de personnel au départ, on a dû un petit peu, on pouvait plus ouvrir sur l'amplitude horaire de 8h à 20h dans un premier temps. Donc on a réduit un petit peu ces horaires-là. Et on a pris aussi la décision de prendre les patients uniquement sur rendez-vous. Donc là, c'est une perspective aussi qu'on continue à poursuivre pour l'instant. Donc on voit les médecins voient encore toujours les patients sur rendez-vous au sein de la maison de santé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup, c'est vrai que vous avez le profil de coordinatrice et on va aborder un sujet aussi qui est important. On l'a mis en avant dans la première heure. C'est le rôle des coordinateurs au sein des maisons de santé. Quel a été l'impact justement du Covid dans leur travail? Et donc, je vais donner la parole à Séverine Lagnier, qui est coordinatrice au sein de la maison de santé de Saint-Dizier, en Haute-Marne, qui va pouvoir un peu nous décrire. Je vous rappelle aussi que Séverine s'occupe de pacte pour les coordinateurs de maisons de santé. Bonjour Séverine. Bonjour. Avant de vous livrer mon ressenti sur la crise, mon regard de coordinatrice justement, je voulais rappeler que tout comme les équipes sont différentes quant à leur localisation, leur composition, leur niveau de maturité, leur fonctionnement, les coordinateurs ont des compétences et des profils eux aussi divers et variés. Ils peuvent être professionnels de santé, non professionnels de santé. Ils peuvent être aussi secrétaires médicaux, salariés, prestataires. Puis surtout, on ne peut pas coordonner de la même façon selon le nombre d'heures dédiées. On ne peut pas coordonner avec 4 heures par semaine comme on coordonne avec 20 heures par semaine sur le poste. Donc, tous ces critères, en fait, donnent des combinaisons multiples possibles. Et du coup, le vécu de tous les coordinateurs n'a pas été le même sur la crise. Ceci étant dit, j'ai justement demandé à tous les coordinateurs de pacte de livrer leur ressenti pour que je puisse représenter un petit peu les coordinateurs dans leur diversité. Donc moi, je suis coordinatrice non professionnelle de santé et salariée d'une MSP urbaine en quartier politique de ville. Et la crise sanitaire, notamment les mesures de confinement, ils ont mis brutalement notre quotidien sur pause. Et on est passé dans une autre dimension, une dimension tout Covid, un peu au détriment de tout le reste. Et du coup, les missions et les priorités de chacun ont changé. Et notamment pour les coordinateurs, la raison d'être du coordinateur a quelque peu disparu, c'est-à-dire l'équipe en elle-même dans un premier temps. Mon sentiment personnel, en fait, le premier mot qui me vient, c'est « j'étais perdue » et déstabilisée. Alors, ça a duré longtemps, hein, ça s'est dit assez vite. Mais ma question, c'était, en tant que non-professionnelle de santé, quelle
quel rôle je peux jouer, comment je peux aider l'équipe, quel positionnement je vais adopter dans cette gestion de crise. Donc, moi, je gère le projet de santé pluriprofessionnel, je gère la dynamique collective. Et là, du coup, l'équipe, elle s'est retrouvée scindée en deux. On avait les médecins, les infirmiers et les sages-femmes d'un côté. Et puis, il y avait tous les autres qui avaient dû fermer leur cabinet et qui se sont retrouvés un petit peu, alors je ne dirais pas écartés de l'équipe, mais dans un premier temps, un petit peu quand même. Donc, mon rôle, il a été, et pour beaucoup de coordinateurs, notamment de gérer les aspects logistiques et organisationnels de la maison, d'adapter nos locaux, de gérer l'affichage, les circuits dédiés, planning d'accueil, la RH dans une certaine mesure, les équipements de protection. D'ailleurs, les paramédicaux qui avaient dû fermer leur cabinet ont donné leurs équipements qu'ils avaient en stock. Donc ça, on peut noter cette force du collectif. Et puis surtout, un rôle non négligeable du coordinateur, je pense, ça a été la veille réglementaire et le décryptage des infos et des directives changeant quasi quotidiennement, avec une remise en question et une adaptation quotidienne des pratiques. Et puis, je voudrais aussi souligner le rôle informel plus qu'ont pu avoir les coordinateurs dans le maintien du lien et de la cohésion d'équipe et de la vigilance qu'on a dû avoir par rapport aux tensions qui auraient pu apparaître justement entre ces professionnels qui étaient au front et ceux qui avaient dû fermer leur cabinet et les autres ne comprenaient pas toujours pourquoi ils avaient dû fermer leur cabinet d'ailleurs. Il a fallu vraiment voilà, passer l'info, mais ils étaient obligés de fermer leur cabinet. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler avec vous, c'est que voilà, ils ont été écartés. Et puis surtout la gestion et l'anticipation de l'après. Il y a aussi des coordinateurs qui étaient donc secrétaires médicales, ce qui n'est pas mon cas, mais elles m'ont confié que souvent le rôle de secrétaire, il avait pris le dessus, parce qu'elles sont en contact direct avec les patients et elles ont dû gérer le stress des patients et de l'équipe aussi, puis s'adapter aux mesures mises en place. Il a fallu qu'elles s'adaptent justement à ces circuits dédiés, aux horaires spécifiques aux patients Covid. Donc, changer leur méthode de questionnement du patient au téléphone, gérer les téléconsultations. Et puis, il y a aussi des coordinateurs qui étaient professionnels de santé. Donc, selon leur discipline, évidemment, ils ont pu exercer leur rôle de coordination de différentes manières. Et puis, on ne va pas oublier non plus que certaines, excusez-moi de genrer, parce que la plupart la plupart sont des femmes d'ailleurs, des coordinatrices. Voilà, ont été contraintes de rester à la maison parce que enfants. Et puis les équipes ont quelquefois mis les coordinateurs en télétravail ou les coordinateurs sont partis en télétravail, comme il était préconisé de toute façon. Et du coup, s'en est suivi un sentiment fort de frustration en se disant on laisse tomber l'équipe, etc. Donc cette période, elle a révélé les fragilités et les forces du collectif, la cohésion, c'est sûr, mais aussi les tensions sous-jacentes auparavant d'ailleurs, hein, elle n'en a pas créé, je pense, plus. Et puis, par contre, le travail en équipe, il a permis de mieux affronter justement ce changement brutal, la peur, l'anxiété de tous. Et puis, on a vite réalisé qu'il fallait élargir la coordination au-delà de notre patientèle, au territoire, via les CPTS quand il y en avait, en privilégiant aussi la coordination avec les EHPAD, l'hôpital, etc. Perspective et impact, bien en fait, il n'y a toujours pas de retour à la normale. Hein. Le virus, il est toujours présent. Le stress, l'anxiété, l'impact moral sur les usagers, sur l'équipe sont palpables. On doit maintenir la vigilance et puis surtout, comme le disait Violaine, une grosse fatigue de l'équipe. Et puis, manque d'infos en ce moment. Autant on en a eu énormément pendant le confinement, autant là, on en a finalement peu. Et puis, un manque de visibilité et de motivation. On a du mal à retourner à la dynamique projet. Les professionnels de santé qui avaient dû fermer leur cabinet ont accumulé du retard dans les prises en charge. Donc, j'ai l'impression que les professionnels sont plus centrés sur leur pratique monoprofessionnelle
et le pluriprofessionnel pour l'instant. Voilà, il y a une sorte de phase de latence de l'équipe par manque de projection. Voilà, je pense. Et puis, je voulais finir par cette plus-value, selon moi, des coordinateurs et du travail pluripro coordonné pendant cette gestion de crise, de par notre culture de travail en équipe, tout simplement. Merci beaucoup, Séverine. C'est vrai que du coup, il y a plein de professions qu'on n'a pas citées, dont les sages-femmes qui ont joué un rôle, dont les assistants médicaux qui sont apparus. Effectivement, c'est vrai que ils ont tous joué un rôle. Ce qui a été un élément, et ce que je retiens des témoignages, c'est qu'il y a une force aussi d'exercice coordonné. On ne citera pas tout le monde, mais en tout cas, il y a eu un vrai travail coordonné. Les maisons de santé ont été un lieu. Ce que tu disais, Séverine, aussi au téléphone, c'est qu'il y a eu un impact au-delà de la maison de santé pure, mais territoriale aussi, puisque du coup, il y a eu aussi le fait que les maisons de santé soient devenues un peu le centre névralgique des territoires, du fait de leur exercice coordonné. Donc, on n'oublie personne, soyez rassurés, et on pense à tout le monde. Et du coup, justement, tu évoquais l'aspect sociologique, l'impact sur les équipes. Je vais laisser le professeur François-Xavier Schweyer dire un peu ce qu'il a eu comme retour, en fait, en tout cas, de la gestion de cette crise, en fait, de la façon dont justement les professionnels de santé ont vécu cette crise. Et on va aborder du coup la partie perspective. Donc voilà, je vous laisse intervenir, professeur. Merci beaucoup. J'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit et je note d'abord que votre ton est très intéressant parce qu'on voit bien que dans la restitution de ce qui s'est passé, il y avait une dimension politique importante pour mettre en avant l'exercice coordonné, etc. Et l'ouverture par la directrice générale de l'ARS, etc., a donné, je dirais, le ton du lien avec l'ARS qui est à la fois traduit une forme de partenariat, de confiance, de soutien, mais aussi de mise en valeur, je dirais, d'une perspective de transformation du système. Ce que je veux dire par là, c'est que les enquêtes qui ont été publiées et ce qui ressort sont un peu des enquêtes pro domo, en fait. On a mis en avant tout le bienfait, c'est ce que dit Jacques-Olivier tout de suite, les avantages de l'exercice coordonné. Dans notre échange ce matin, moi, ce que j'entends, c'est que le ton est beaucoup plus réaliste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on dit aussi les tensions, l'exercice en silo, le problème du stress, les équipes qui sont scindées, etc. Et ça, c'est très important, me semble-t-il, au niveau d'un retour d'expérience, parce que on peut considérer que le Covid a été une épreuve, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, l'épreuve, c'est à la fois, si vous voulez, je dirais, ça appelle le courage, c'est quelque chose qui demande l'engagement, mais en édition, on sait qu'une épreuve, ça appelle aussi des corrections, et puis une épreuve, c'est aussi, je dirais, une mise, enfin, dans le sens des examens, disons, c'est finalement la vérification que les choses marchent et tout. Et on a tous ces aspects-là qui ont été dits. Par exemple, Violaine a montré finalement la réactivation ou l'activation de ce qui existait au point de vue de la qualité. Alors c'était la MSP de Tomblaine, c'est un peu exemplaire. Hein. Entre nous, c'est vraiment ce qu'il faut montrer. Si vous retenez quelque chose, c'est qu'il faut le montrer absolument parce que et ce que je retiens, moi, c'est que ce qui existait a permis une réaction à la fois pertinente et à la fois, je dirais, coordonnée au sein de la MSP avec des initiatives, etc. Et l'idée que je voudrais retenir, moi, de la contribution de Violaine, c'est on a un très bel exemple, à mon avis, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une nouvelle forme de rationalisation. C'est-à-dire que quand on parle de rationalisation, on parle de protocole, on parle de règlement, on parle de projet, etc. Et là, ce n'est pas exactement la même chose. Bien sûr, il y a des outils, mais on voit bien que la façon de rationaliser, c'est de faire face aux aléas.
Et ça, par rapport aux soins, c'est fondamental parce que par définition, les patients sont singuliers. Et là, on a vraiment une crise inattendue avec des choses, on a parlé du flou, on a parlé de l'instabilité, etc. Et justement, ce qui est tout à fait remarquable, c'est la capacité d'une équipe à faire face aux aléas. Et je pense que ça, c'est une ligne d'analyse très intéressante pour se dire finalement comment on a pu faire face aux aléas et qu'est-ce qu'on a mobilisé pour ce faire. Ce que j'ai retenu, moi, de ce qu'a dit Frédéric, je reprends vos contributions parce que ça permet de lire ce qu'on voit ailleurs, c'est que pour autant, on est en MSP, etc., mais pour autant, les lignes professionnelles ont été très fortes. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai suivi plusieurs MSP à la fois dans le Grand Ouest, dans l'Est et dans le Sud, c'est que en fait, chaque profession, en termes d'information, par exemple, a été ravitaillée. Les pharmaciens par des grossistes, les infirmières ont eu l'ordre, les syndicats. Chaque profession, finalement, a eu ses canaux. Et ça, c'est important parce que c'est une réalité qu'il faut gérer dans l'exercice coordonné, c'est que les logiques professionnelles ne disparaissent pas. Et donc, chacun garde finalement le lien privilégié avec la logique ordinale, par exemple, mais en même temps doit s'adapter au collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort, me semble-t-il, dans la gestion de cette crise. Ce que je retiens aussi, c'est les initiatives en matière de division du travail, parce que quand on évoque une partie des professionnels qui ont été en retrait, volontairement ou non d'ailleurs, finalement, leur réengagement ou leur engagement s'est fait sur d'autres tâches. Alors, c'est vrai entre coordination et secrétaire, mais on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de paramédicaux qui se sont investis au service du collectif sur, et ça a été dit, sur des aspects logistiques, sur des aspects de relais d'information. Je pointe notamment la nécessité de trier les informations. Et ça, c'est un aspect absolument fondamental parce qu'il y a eu une pluie d'informations sans appellation contrôlée, je dirais, et là, et donc qui ont pu à la fois générer du stress, de la confusion, etc. Et ce travail, je dirais, de veille et de tri d'informations a pu être essentiel. Et ça, c'est vrai qu'un certain nombre de paramédicaux se sont attachés à ce travail-là, alors que hors métier, si j'ose dire. Donc, ce que je trouve très intéressant dans cette crise, c'est que certains ont accepté de se déplacer finalement et de repenser provisoirement ou non la division du travail. Donc ça, c'est un autre axe très intéressant d'analyse, me semble-t-il, sur justement la capacité des équipes à accepter et finalement à pouvoir gérer un assouplissement ou des aménagements dans le qui fait quoi. On sait très bien que dans tous les collectifs qui font du soin, en fait, cette question de la division du travail est très importante. Alors, ça peut se traduire par des concurrences de juridiction entre professions. Dans l'exercice coordonné, on veut dépasser ça. Donc, on veut au contraire une espèce de partenariat qui transcende ces situations de concurrence. Et là, dans la crise, on a une nouvelle configuration qui est finalement la mobilisation sur d'autres activités tout à fait nécessaires. Donc, voilà ce que je dirais. Je conclus. Je voudrais juste dire une chose, c'est que ce qui apparaît bien, et ça a été dit par Jacques Ollivier tout de suite, c'est le territoire. Parce que finalement, la crise montre bien que, et qui n'est pas finie d'ailleurs, que l'échelon territorial d'une MSP est une chose, mais l'ARS ou les différents partenaires agissent ou entendent agir sur d'autres échelons territoriaux. Alors, on a cité les CPTS, mais il y a des territoires élargis. Donc, on voit bien que l'articulation MSP, CPTS et finalement, je dirais, équipe coordonnée et autres professionnels en dehors de l'équipe, alors c'est la philosophie de la CPTS, mais ça ne se traduit pas toujours comme ça, a été vraiment pointé dans la gestion de cette crise. Et donc, la dimension territoriale me semble un aspect très important aussi à étudier
pour savoir à la fois les frontières, mais aussi les acteurs du territoire. Et là, on a eu un certain nombre d'acteurs en termes de dons d'équipements personnels de protection ou finalement de soutien, etc., qui peuvent être très intéressantes dans une perspective globale de santé publique. Donc voilà quelques réflexions. Merci beaucoup. Et justement, on va un peu animer les perspectives après la présentation. Et justement, vous parliez des territoires. Et justement, Séverine, on s'est eu au téléphone et on en a discuté. En fait, tu disais que finalement, si on se projette sur les perspectives qui ont montré cette crise, au-delà des questions qu'on se pose, des inquiétudes qu'on a, puisqu'on la vit toujours, la crise n'est pas passée, tu parlais vraiment du fait que les coordinateurs vont maintenant avoir un rôle beaucoup plus territorial et justement en fait faire le lien entre peut-être la ville et l'hôpital. Enfin voilà, quelle perspective tu projettes et ce que a dit le professeur Schweyer, c'est justement est-ce que dans ton travail avec l'équipe aussi proche, tu as modifié tes actions et comment ça se passe et comment tu te projettes pour la suite? Alors, en ce qui me concerne, c'était déjà le cas en fait. Mes fonctions glissent de plus en plus vers la coordination de la CPTS que la MSP a initiée. Et c'est d'ailleurs le cas pour d'autres coordinateurs du Grand Est. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, en séminaire Pacte notamment, où justement il y a cette perception des autres sur le terrain de la MSP. En fait, on est identifié comme structuré, en capacité de se structurer, en capacité de s'organiser, et du coup, on est sollicité. Et pendant la crise, en fait, que ce soit les professionnels de santé qui travaillaient de manière isolée ou les structures hospitalières ou médico-sociales autour de nous ont spontanément sollicité et ont même réorienté les patients vers nous. Et là, on se dit, il faut embarquer tout le monde puisque l'équipe en face, elle ne peut pas tout gérer. Et là encore, on part sur une coordination et une coordination territoriale pour le coup. Donc oui, notre manière de travailler, de toute façon, elle est amenée à évoluer parce que ça va bien au-delà de la coordination de notre patientèle. Et l'impact sur l'équipe, du coup, ce que tu disais, c'est un moment, en fait, tu disais, est-ce que ça a changé ta façon de travailler avec les équipes, ton équipe à toi et l'équipe autour, en fait, justement, sur le lien? Alors oui, mais dans le cadre de la CPTS, ce qui était déjà mon cas quand même un petit peu avant. Donc, mais la CPTS, elle a été perçue comme un outil pertinent de coordination, justement, en cette gestion de crise. Certains qui ne s'y étaient jamais intéressés ont contacté la CPTS en disant, voilà, comment on fait, est-ce que coordonner des actions en particulier, etc. Et d'ailleurs, on a mis en place une coordination ville-hôpital inédite. Ça y est, les murs de l'hôpital sont tombés. Et, avec la mise en place d'une coordination, d'une gestion post-hospitalisation des patients Covid. Donc gérée par les professionnels de ville et l'hôpital. Ok. Voilà. Et tu penses que ça va perdurer justement avec ce qui arrive? Est-ce que oui. Tu penses que c'est quelque chose qui va rester? D'accord. Oui. Du coup, on a eu pas mal de contacts en disant il ne faut pas s'arrêter là, il faut qu'on continue. Voilà. Donc, c'est plutôt un point positif de cette crise sanitaire. D'accord. Et on parle des professionnels de santé, mais c'est vrai qu'on aborde aussi les patients, puisqu'on travaille pour eux. Et c'est vrai que Céline, vous aviez évoqué justement en fait cette relation que vous aviez changée avec les patients en tant qu'infirmière Asalée, sur justement les aspects de prévention et que ça a impacté de façon assez profonde cette crise, vos relations avec eux, et que ça change un peu votre exercice. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus, dire un peu ce que vous en aviez retenu? Oui, en fait, on a remarqué que très vite, à la levée du confinement, en fait, on a un groupe de marche à la maison de santé donc du Bercaupré et en fait, on a remarqué très, très vite que ce groupe de marche a voulu remarcher rapidement. Moi, j'avais encore pas les autorisations au niveau d'Azalée pour remarcher en groupe avec plus de 10 personnes.
Donc on a dû patienter un petit peu là-dessus. Par contre, ils m'ont demandé s'ils pouvaient, eux, de leur côté, déjà commencer à marcher seuls, en petits groupes, à 5-6. Donc moi, je leur ai dit, ben oui, j'ai dit, après, c'est votre, comment dire, enfin, ils sont responsables eux-mêmes, quoi. Hein. Donc voilà. Et donc du coup, il y a un lien qui s'est créé. Ils ont en fait créé donc un groupe avec les mails, tout ça, numéro de téléphone, et ils se sont retrouvés déjà avant même que moi je puisse remarcher avec eux. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Ils ont appelé d'ailleurs le groupe Azalée Sauvage, et donc du coup, c'était pas mal. Ils ont gardé en fait ça, parce qu'après, quand on a eu les autorisations pour remarcher, donc bon bah c'était à partir du 2 juin qu'on a pu refaire la première marche. Donc à partir de là, bah, quand on a remarché, eux, ils ont continué à se revoir une deuxième fois dans la semaine, le lundi, et donc à faire 2 marches. Ils font 2 marches ensemble, celle le jeudi accompagnée avec moi, et le lundi seul. Et donc c'est moi ce que je trouve, ce qui a vraiment apporté un plus, ce confinement, c'est qu'en fait, ça les a rendus encore plus autonomes. En fait, au niveau de du fait de pratiquer une activité physique de façon régulière. Et ça, vraiment, c'était un plus. J'ai trouvé vraiment, il y a eu un lien qui s'est créé supplémentaire par rapport à ça. Voilà. Donc, je trouve vraiment que c'était vraiment très bien. Au niveau des actions aussi de prévention qu'on a pu mener à la levée du confinement, on a été dans les écoles. Écoles primaires, donc qui ont réouvert à partir du 18 mai et tout ça. On a fait le tour des écoles primaires sur les gestes barrières, donc le port du masque, le lavage des mains, voilà, selon les endroits où il fallait intervenir. On est aussi allé au niveau du marché de Schirmeck. Donc, quand le premier marché à nouveau eu lieu, donc on a fait aussi la prévention des gestes barrières. Et également, quand il y a eu une journée de dépistage gratuit qui a été organisée par l'ARS, la commune, la région enfin, le département et tout. Donc, on a aussi été là pour la prévention des gestes barrières dans ce cadre-là. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et Violaine, du coup, quelles sont les traces que vous allez garder et quelles sont les perspectives au sein de toi en tant que médecin généraliste et au sein de la maison de santé de Tonglen? Comment vous vous projetez pour la suite, la future deuxième, troisième vague, ou quatrième, on ne sait plus trop, mais en tout cas, la suite qui apparaît. Eh bien, écoute, moi, je te propose de scinder mon propos en 2 parties. De revenir sur donc là, on est dans la deuxième vague bien entamée, de revenir quand même sur un point qu'on n'a peut-être pas encore abordé, c'est les aspects négatifs, parce que on voit qu'on est tous très positifs et qu'on sort renforcés de cette crise, mais finalement, il y a eu aussi un impact négatif. Et dans les perspectives, il faut tenir compte de cet impact négatif. J'évoquerai une grande souffrance des soignants, des professionnels de santé, des coordinateurs depuis le début, l'inquiétude du devenir de leur profession quand ils ont dû, Frédéric en a un petit peu parlé, Céline aussi, quand ils ont dû se mettre un petit peu en retrait de leur exercice, une inquiétude aussi financière. Il y a eu des solutions qui ont été apportées par les autorités nationales. Je parlerai aussi de ce dont on n'a pas forcément évoqué, qui est extrêmement sensible, c'est la perte des patients. Il y a des patients que l'on a perdus à cause du Covid, que l'on a perdus parce que on les voyait plus forcément, des gens qui avaient des cancers qu'on a un petit peu qui ont été hospitalisés et qu'on n'a pas forcément revus. La perte de proches aussi, on a tous été impactés dans nos familles, dans nos amis. Et puis, évidemment, les professionnels de santé de nos équipes qui ont été aussi malades de manière plus ou moins importante. À cela s'ajoute depuis ces quelques mois, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais je crois qu'il faut aussi en parler parce que tout n'était pas tout rose. Là, on sort renforcé et on tire toujours du positif parce que c'est aussi ça les centenaires. C'est comme disait le professeur Cheyer, c'est
c'est sortir renforcer et avoir cette capacité élargie et encore plus importante d'une équipe à faire face, mais c'était au prix aussi d'un impact important, d'une grande souffrance, de fatigue, d'un épuisement qui est toujours présent. Et il faut faire attention à ça parce que au sein des équipes, on sent que l'équilibre, même si la volonté est là, l'équilibre est fragile. En matière de fragilité, citons aussi l'économie. Donc, il y avait dans les questions... ah, on entend mal. Est-ce qu'on entend mieux? Oui, on peut plus se rapprocher. Ouais. Il faut juste que tu te rapproches du micro. Voilà. Problème technique. C'est la faute à Nicolas. Il y avait aussi, est-ce que l'aide de l'ARS va arriver? C'est vrai que cette aide serait la bienvenue dans la mesure où il y a eu pas mal de dépenses en termes d'équipement, même si on a bénéficié de dons, en termes de réorganisation. À ce propos, justement, Violaine, ça me permet de répondre. Du coup, il y a 2 commissions qui vont avoir lieu. Normalement, on a remonté en tant que FEMAGE, en fait, les équipes qui étaient en difficulté. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les personnes de la FEMAGE pour faire remonter à l'ARS, en fait, vos difficultés. Il y aura 2 commissions qui auront lieu en octobre et en novembre pour vous faire, en fait, les versements. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse remonter la liste auprès de l'ARS. Dans les points négatifs, citons aussi quelques couacs territoriaux, parce que même si on a eu des formidables partenariats, et je vais en parler juste après, il y a eu des couacs territoriaux. Citons au niveau du territoire du Grand Nancy cette initiative de bus diligenté par le CHU de Nancy, une initiative tout à fait intéressante qui visait à favoriser le dépistage des gens qui étaient porteurs de coronavirus, mais qui n'avaient pas du tout été comment dirais-je, partagé avec les acteurs de soins primaires, donc qui a donné lieu à un dysfonctionnement en matière de parcours de soins assez important, qui a ensuite été rattrapé parce que chacun a fait preuve de bonne intelligence. Et puis, citons enfin la gestion des données. Et on s'est rendu compte à travers de cette crise sanitaire qui a impacté de plein fouet les soins primaires que on n'était pas forcément bien outillés, pas forcément bien équipés pour gérer correctement nos données de santé, notamment en termes d'indicateurs, quels étaient les patients symptomatiques, quels étaient les patients asymptomatiques positifs. Tout ça, c'était effectivement un peu difficile. Mais donc, on a développé des outils un petit peu artisanaux. Ensuite, il y a eu un système national, mais au niveau de nos territoires et à l'échelon local, la gestion des données, ça a effectivement fait défaut. Des points positifs, parce que faut quand même, il faut quand même être positif en ce samedi matin. Dans les perspectives, eh bien, effectivement, les capacités renforcées de travail en équipe, une grande solidarité dans les équipes, ça, Séverine, Céline, on en a tous parlé. La vie reprend le dessus. Et puis, comme l'a évoqué Céline, les projets reprennent petit à petit. Les actions de prévention, ça je crois aussi, on est aussi dans le thème. Hein. On parlait de santé publique, je parlais de santé publique tout à l'heure. Et ben, au-delà d'une réorganisation en interne, dans nos maisons de santé, dans nos ESP, dans nos CPTS, on a mis en place aussi des CPT, des actions estivales, parce que le virus est continué de circuler sur notre territoire et on avait tous à cœur de préparer la rentrée. Et puis, grâce à la mobilisation et à la disponibilité sans faille des équipes de soins primaires, des partenaires, des soins de second recours, eh bien, on a pu mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention. Donc, à l'échelle de mon territoire, citons la participation de la MSP au forum des associations. Donc, en fait, on a pu sensibiliser via des actions ciblées une centaine de responsables d'associations au lavage des mains et au port correct de masques. Alors c'était assez étonnant, mais grâce à cette sensibilisation des responsables d'associations, on a pu imaginer qu'ils avaient ensuite diffusé la bonne parole au niveau de leurs inscrits. Citons également de la mise en place d'actions de lutte contre l'isolement parce que les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes en situation de précarité ont également été beaucoup impactées. Et donc, on a mis en place des séances d'art-thérapie gratuites pour les personnes qui ont traversé
cette période éprouvante. Et puis, donc, le pouvoir thérapeutique de l'art, il est plus à prouver. On a une art thérapeute qui délivre la bonne parole, qui anime des séances de médiation et d'art thérapie à la maison de santé en petit groupe et qui fait du bien à une cinquantaine de patients usagers des soins. Voilà les perspectives que je peux citer. Il y en a d'autres. Mais moi, en conclusion, je retiendrai effectivement 3 choses. 1, la fatigue des équipes. On sent qu'on est sur le fil. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. 2, une grande solidarité renforcée avec des liens qui se sont vraiment, oui, renforcés, solidifiés. Et puis la vie qui est plus forte et avec tous les projets qui reprennent le dessus et une capacité d'adaptation des soins primaires extrêmement importante et qui a donné aussi la possibilité de partenariats territoriaux renforcés avec le second recours, citons les CHU, les centres hospitaliers locaux, les services d'hospitalisation à domicile, etc., les CPTS, les PPA, enfin, tout le monde a joué son rôle. Merci Violaine. Et du coup, Frédéric, justement, on a abordé l'impact économique que vous aviez eu. Est-ce que dans les perspectives, tu vois de nouvelles choses que tu voudrais rajouter? Je précise juste que du coup, après l'intervention de Frédéric, on laissera ceux qui le souhaitent en fait parler, s'exprimer. Vous avez juste à faire un petit signe et Nicolas vous donnera l'autorisation de parler pour parler d'une part de votre expérience, si vous le souhaitez, et des perspectives que vous voulez mettre en place. Voilà, donc je laisse la parole à Frédéric et ensuite après, le professeur Schueyer conclura cette table ronde. Frédéric? Oui, donc vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui. Donc en termes de perspective, donc je ne me suis pas étalé effectivement, mais je pense que c'est le moment de le faire sur les CPTS, hein, donc à savoir donc, sur le sud toulois, il y a eu vraiment un rôle indispensable de la CPTS, hein, donc qui a pu gérer effectivement tout ce côté logistique et du coup, qui a pu ouvrir effectivement, là je reprends ce que disait Séverine, hein, tout à fait, hein, ce lien ville-hôpital, hein, en tout cas renforcer et débloquer ce lien ville-hôpital, et qui a vraiment, voilà, donc ça c'est le côté plus, on va dire, hein, qui a à entretenir, hein, et je pense que ça, voilà, c'est une grande porte hein, qui s'est ouverte et qui me semble très intéressant pour appuyer d'autres projets, hein, pas que celui-ci, mais d'autres projets. Donc un engouement globalement sur les CPTS, du coup, bah, parce qu'elles apportent. Hein, donc il fallait rentrer par quelque chose sur ceux qui étaient rarement intéressés par cet esprit CPTS. Donc si c'était le côté logistique qui a permis de les faire rentrer, bah, on va dire tant mieux. Maintenant, on va dire la difficulté dans ces perspectives va être d'entretenir en fait, ce lien sur les 2 autres projets avec, j'ai envie de dire, les nouveaux arrivants et tant mieux, mais qu'il va falloir convaincre et amener sur des projets qui sont déjà en cours. Ce n'est pas facile d'arriver sur un projet en cours. Et d'autres, et là je reprends ce que disait le professeur Schreier, sur cette un peu hyper-centralisation en fait, de certains professionnels qui étaient déjà très investis et qui se sont peut-être un peu mis en retrait, peut-être par crainte, par dégoût, je ne sais pas. Et donc du coup, on va arriver en fait à un turnover dans ces équipes CPTS, ESP, de soins coordonnés, sur des projets, par contre, eux, qui sont dans des projets de santé, qui sont déjà existants et qui sont en cours. Donc, perspective, hein, voilà, un turnover, on va avoir un changement des équipes, voilà, et avec des nouvelles idées probablement, mais ne pas perdre en fait les idées de base, et voilà ce qui me semble important. Le deuxième point que je voulais effectivement revenir, c'est le côté anxiété hein, de ce faux rythme hein, que je reprends, que disait Violaine à juste titre, hein, vraiment ce faux rythme entre on reprend un rythme normal, mais finalement on se rend compte que bon, on ne sait pas où on va. Dans la profession, effectivement, ce côté économique où bah, globalement, je parle des kinés, mais je veux vraiment élargir à toutes ces professions qui ont été touchées là, au même titre que les kinés. Hein. Et à se dire, mais si on reprend un mois de confinement, bon, on se dit tous, on n'aura pas, on ne sait pas, mais si on se reprend en tout cas une restriction économiquement, ce ne sera pas possible. Donc il y a vraiment cette crainte hein, de ce faux rythme et qui se répercute effectivement, comme disait Séverine, à juste titre, dans ces relations, hein, ces relations interprofessionnelles
voilà, donc on a côté positif, on se dit c'est bien, mais non, je pense qu'on a quand même essuyé, et puis pendant longtemps, on va quand même essuyer beaucoup ces tensions-là. Et je dirais que le Covid peut-être a mis en évidence des tensions qui étaient larvées, mais je dirais quand même, je pense que ça a quand même généré des tensions malgré tout. Voilà. Donc, voilà. Et le dernier point, donc, ça va être de mettre en point sur les perspectives, ces partages un peu de compétences qui ont pu être mis en place sur certaines choses et qui, voilà, qui sont des lignes de directrice un peu mis à la va-vite, à mon sens, et qui ont besoin, normalement, qui ont besoin d'un cadre et d'évaluer la nécessité. Et on est dans les soins primaires, on sait très bien qu'on adore tous travailler ensemble, on le sait, mais voilà, les nouveaux arrivés peuvent voir ce partage de compétences, pas forcément d'un bon œil. Et donc, je pense qu'il va falloir travailler là-dessus. Ce sera ma conclusion. Merci beaucoup Frédéric. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner une expérience, poser une question à nos intervenants avant la conclusion de Monsieur Scheuer? Vous pouvez laisser votre micro, je laisse des personnes peuvent. Ou si Céline voulait rajouter des éléments, ou Séverine. Ou en tout cas, peut-être Marie-France, si tu voulais donner ton avis dès que tu as ton micro, qui n'est pas activé. En attendant l'intervention de Marie-France, Elle était prête là. Ouais. Elle simplement féliciter Manon Dumas, qui est notre nouvelle chargée de mission de santé publique régionale de la FEMAGE, que vous avez sans doute, qui vous a sans doute sollicité pendant cette crise, à des moments qui n'étaient pas forcément évidents, mais elle a quand même, Jacques-Olivier en a parlé, réalisé un travail extrêmement important avec le reste de l'équipe salariée sur les équipes en soins primaires du Grand Est pendant l'épidémie du Covid. Il y avait 2 volets, un volet le 27 avril et un volet le 12 juin. Et vraiment, c'était une mine d'informations sur comment on s'est tous réorganisés, comment on a tous réagi. Et vraiment, encore bravo pour ce travail parce qu'elle a fait ça en lien avec l'équipe salariée un petit peu dans l'urgence. Et grâce à elle, grâce à l'équipe FEMAGE, grâce au recrutement en plein mois d'avril de notre nouveau directeur et puis à la réactivité d'Avec Santé au niveau national, on a pu faire des choses de manière aussi coordonnée au niveau régional. C'est le petit aparté. Pas de souci. Et du coup, donc, juste en complément de ce que tu disais, il y a aussi le travail que Séverine a fait sur les coordinateurs Pacte, qui est une mine d'informations aussi importante. Et en fait, globalement, je pense que vous allez le voir très vite, on va pas vous lâcher, puisqu'en fait, la force de la FEMAGE a été le retour du terrain. Ce qui a été une vraie force d'appui en fait auprès de l'ARS. Si vous avez l'occasion de voir la vidéo précédente de la triasterie générale et de Monsieur Strauss, ça a permis d'appuyer en fait la mise en place de coordination, de faire des retours de terrain concrets sur ce qui se passait et non pas des retours au niveau juste nationaux. Donc voilà, donc on risque de vous solliciter de nouveau par le biais de vos coordinateurs ou par le biais des leaders, mais en tout cas, ou des autres professionnels. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter des infos, c'est des informations très importantes. Et vous avez une équipe salariée qui est totalement à votre disposition. Marie-France, si tu voulais intervenir. Je vais prendre un peu ce que tu viens de dire comme conclusion. Donc j'ai bien entendu les témoignages de chacun. Très intéressant donc d'avoir les différents aspects de chaque profession et de voir comment chacun s'est adapté à cette crise Covid. Et moi, ma conclusion, c'est de dire que bien sûr, on a eu des tonnes d'informations du national vers le terrain, mais le plus important, c'est quand même de voir comment le terrain a été réactif, s'est adapté à cette crise, et surtout dans les équipes qui étaient déjà structurées et coordonnées. Voilà. Et puis merci à tous pour cette matinée. D'accord. Merci beaucoup Marie-France. Et donc, professeur Xavier, je vous laisse, Xavier Scheuer, François-Xavier Scheuer, je vous laisse conclure cette table ronde et dire un peu quels sont ressentis les perspectives que vous projetez. Alors, il a été évoqué là, le très beau travail de Manon Dumas et de toute l'équipe de la FEMAGE, les 2 retours en avril et puis en juin.
Et moi, je dirais que dans ce que vous avez partagé ce matin, il y a vraiment un matériau à la fois qui fait du bien quand on parle de solidarité, d'initiative, d'inventivité, etc., puis de redéfinition aussi des catégories au fait. Donc ça, il faut le prendre parce qu'on en a besoin et ça donne beaucoup d'énergie. Et en même temps, il y a le défi d'en faire l'analyse. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir une réflexion, peut-être partagée d'ailleurs, pour essayer d'aller un peu plus loin et je dirais peut-être d'avoir une analyse à la fois de production de connaissances, mais peut-être aussi dans un axe démarche qualité. C'est-à-dire finalement cette épreuve qui continue d'ailleurs hein, et qui à la fois est éprouvante mais qui est enrichissante quand on en a la volonté et la possibilité. Du coup, comment on peut en retirer, je dirais, sinon des règles, du moins des éléments qui permettent la décision, l'organisation, la coordination d'une façon peut-être plus adaptée. Et on voit bien qu'il y a plusieurs déplacements. On a parlé MSP, CPTS qui sont en train d'émerger. On a parlé reconfiguration territoriale avec des acteurs qui sont peut-être nouveaux ou donc qui ont été réactivés. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Et je voudrais citer, moi, tous ceux qui ont été en retrait involontairement. Alors, on a cité les professionnels de santé qui n'ont pas pu avoir d'activité, mais il y a aussi tout le personnel à domicile, toutes les aides à domicile, etc. Et je crois que c'est très important de les intégrer dans la réflexion, parce que dans une perspective de soins primaires, ce sont des acteurs absolument essentiels. Et là, on peut considérer que sous certains aspects, ils ont été des laissés pour compte. Et il y a aussi parmi les patients, on a parlé des gens isolés, des précaires, mais là aussi, ça vaudrait le coup de réfléchir en disant finalement, est-ce qu'on a toujours été bon par rapport à eux? Et qu'est-ce qu'il en a été de l'aller vers? Est-ce qu'on a pu reprendre contact? Est-ce qu'on s'est donné les moyens? Et ça renvoie à ce qui a été dit et ce qui est très important, c'est les données dont on dispose, les informations. Alors, à la fois le système d'information, ça c'est un vrai problème depuis longtemps, et c'est un peu le caillou dans la chaussure des équipes, hein, d'avoir des systèmes d'information qui permettent des requêtages, mais aussi de travailler. Mais aussi, est-ce qu'on se donne les informations dans ces nouvelles configurations territoriales et avec ces nouveaux acteurs pour justement avoir des remontées, des vigilances, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment, enfin, mon souhait, si je peux me permettre, hein, ce serait qu'il y ait aussi une mobilisation, je dirais, intellectuelle pour ce travail d'analyse et de co-construction, finalement, pour améliorer les outils, inventer de nouveaux outils, et puis peut-être interpeller aussi les pouvoirs publics sur certains aspects qui sont bloqués, et peut-être que ça pourrait changer, ou qui ne sont peut-être pas assez pris en compte. Donc là, il y a vraiment je dirais, une perspective très intéressante qui s'ouvre, et l'échange de ce matin, je trouve, en montre tous les éléments. On a le matériau et bon, il faudrait… Il n'y a plus qu'à. C'est une invitation, mais je sais que vous êtes tous débordés de travail et que ce genre de propos peut agacer aussi. Donc, j'en suis très conscient, je vais être prudent. Enfin, sujet de thèse. Non, ça peut être très intéressant. Ouais, ça peut être un sujet. En tout cas, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tous les intervenants, merci à vous qui nous ont écoutés. En fait, ça veut dire qu'on a encore plein de travail, plein de choses à faire, et ça, c'est une très bonne chose. La FEMAGE est là pour ça, pour apporter l'expertise du terrain aux décideurs. En tout cas, je vous remercie encore de votre participation. Une petite dédicace à Séverine dans le texte. Qui est je suis une Zindel de secteur de Saint-Dizier. J'aimerais la remercier et la féliciter. Voilà, je transmets. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Si vous voulez en fait voir les résultats de l'observatoire, ils sont disponibles sur le site de la FEMAGE. L'adresse est mise en lien. En tout cas, merci à vous. Merci pour cette matinée. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé à cet atelier, à cette table ronde. Et en tout cas, à très bientôt et passez un bon week-end. Merci à vous.